Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mardi 27 mai 2025. Dans les actualités de ce jour, Madagascar Business Forum est une opportunité d'échange entre Madagascar et Dubaï et sera un rendez-vous régulier après la première édition qui s'est tenue aujourd'hui à Dubaï. Les objectifs ont été atteints et les rencontres ainsi que les échanges ont été couronnés de succès. La Dubai Chambers ainsi que les opérateurs économiques locaux font confiance à Madagascar. Madagascar de son côté est prêt, ouvert et offre des garanties pour les investissements, a affirmé le président Andradouil. Reportage de Judikel Ranjanirin et Ando Razajebe. La salle de conférence de la Dubai Chambers était pleine de monde. Tous les entrepreneurs et grandes entreprises de Dubaï ont répondu à l'appel de Madagascar à l'occasion du forum d'affaires Madagascar Dubai Business Forum. Intéressés par Madagascar, ils souhaitent en apprendre davantage sur le pays et explorer les opportunités de collaboration. Pour eux, ce forum représente une porte ouverte vers cette coopération, d'où leur forte participation. Madagascar est un pays prêt, ouvert et fiable pour l'investissement. Le président Andradouil a présenté cette image de Madagascar devant ses opérateurs. Il a rassuré les investisseurs émiratis quant à la possibilité d'y investir sans crainte, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, de la transformation agroalimentaire, de l'énergie propre et renouvelable, des grandes infrastructures, mais aussi du tourisme et du financement. Ce qui distingue les entrepreneurs de Dubaï, c'est leur vision à long terme, leur rapidité d'exécution, mais aussi leur exigence de garanties claires pour tout investissement. Ils sont directs dans leur échange et expriment ouvertement leurs intentions. La rencontre aujourd'hui à la Dubai Chambers a été pour eux la clé attendue pour ouvrir cette coopération. Voir le président Andradouil porter la volonté de Madagascar sur place a renforcé leur confiance et leur conviction. Avant le début de l'événement, le président Andradouil a été reçu par le sultan bin Saïd El Mansouri, président des Dubai Chambers. À l'issue du forum avec les entrepreneurs, ce dernier a exprimé sa pleine satisfaction quant à la réussite de ce rendez-vous important. Ce forum marque le début d'une coopération mutuellement bénéfique pour les deux parties. Madagascar est désormais positionné comme un pays d'investissement. Les nombreux efforts du gouvernement sous la conduite du président Andradouil pour développer l'industrie et l'investissement commencent à porter leurs fruits, notamment la promulgation en 2023 d'une nouvelle loi sur l'investissement a renforcé la confiance entre les acteurs privés et l'État malgache. Cette confiance dépasse désormais les frontières nationales et permet d'établir des partenariats entre Madagascar et Dubaï, concrétisés à travers ce Madagascar Dubai Business Forum. Passons dans le continent africain, parlons de l'Afrique. L'unité du continent est une force incontournable face aux défis hérités du passé et aux mutations actuelles. Tel est le message fort pour marquer la journée de l'Afrique hier 26 mai 2025, célébrée au siège du ministère des Affaires étrangères. L'événement a été présidé par le ministre des Affaires étrangères par intérim, le général Saïvé Loulalamunza Delphin, et a vu la présence de la représentante de l'Union africaine, du président du Sénat et des membres du corps diplomatique. Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers la réparation, tel est le thème de cette journée de l'Afrique 2025. Reportage sur les images de Dara Ranjiansu. Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers la réparation, thème de cette journée de l'Afrique 2025, met particulièrement en lumière la nécessité d'un dialogue profond sur les injustices historiques ainsi que la construction de systèmes justes, durables et respectueux de la dignité humaine. L'Afrique a traversé de nombreuses épreuves historiques qui nécessitent d'être réparées car elles ont laissé des séquelles encore visibles aujourd'hui. C'est dans ce sens que dans son discours, le ministre par intérim des Affaires étrangères a souligné la solidarité africaine pour faire face à l'histoire. Madagascar souhaite renforcer et affermir une fois de plus la solidarité entre tous les pays africains en reconnaissant collectivement les difficultés historiques qui influencent encore aujourd'hui la réalité de notre continent, a déclaré le ministre. Nous regardons avec lucidité et conscience les effets d'une période douloureuse de notre histoire commune, dont les conséquences sont encore perceptibles. Madagascar appelle également tous les États africains à unir leurs forces pour atteindre les objectifs communs, tout en transformant les événements historiques qui se sont déroulés sur notre continent en une force pour affronter les défis actuels en vue d'un avenir meilleur, ce qui exige une prise de responsabilité collective. La journée de l'Afrique, a poursuivi le ministre, nous rappelle aussi notre responsabilité envers les générations futures
à qui nous souhaitons léguer un continent réconcilié avec son histoire et confiant en ses compétences et en son expérience pour l'avenir. Ce sont là les messages forts qui ont été exprimés lors de la célébration de la Journée de l'Afrique, hier 26 mai 2025, au ministère malgache des Affaires étrangères. Cette célébration a été dirigée par le ministre des Affaires étrangères par intérim, le général Saïvé Lalamouza Delphin, en présence de la représentante permanente de l'Union africaine à Madagascar, Alice Ozumukunda, du président du Sénat, ainsi que des ambassadeurs et diplomates en poste et résidant à Madagascar. Cette célébration coïncide également avec le 62e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Union africaine. Dans les actualités de ce jour également, les forêts sèches de l'Indjef ont officiellement intégré la liste du patrimoine mondial naturel de l'UNESCO. La cérémonie de proclamation s'est tenue hier à Befandef, district de Morumbe, région Antimandjefan. Cette reconnaissance internationale renforce les efforts de conservation et ouvre de nouvelles perspectives pour la gestion durable des aires protégées de Madagascar. Mirvoula Sferan nous en dit plus. L'inscription des forêts sèches de l'Indjef au patrimoine mondial de l'UNESCO marque une étape historique pour la préservation de l'environnement à Madagascar. Ce site en série englobe 6 aires protégées majeures dans les parcs nationaux de Mikea à Morombe dans la région Antimandjefan, à Karafansk dans la région Bouin, Leting de Bemara dans la région Melek, Simanampesoutse dans la région Antimandjefan, ainsi que les réserves spéciales d'Ankaran et d'Analameran dans la région Diana. Ce bien sériel constitue une extension significative du parc national des Signes de Bemara, classé patrimoine mondial depuis 1990, consolidant ainsi un réseau écologique cohérent à l'échelle nationale. S'étendant sur une superficie totale de 734 298 hectares, ces forêts abritent une biodiversité exceptionnelle avec de nombreuses espèces endémiques telles que les baobabs emblématiques et les mésites qui sont des oiseaux forestiers uniques à Madagascar. Cette reconnaissance internationale valorise non seulement la richesse naturelle de ces écosystèmes, mais aussi les efforts des communautés locales, notamment les Mikea, qui vivent en harmonie avec leur environnement. Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'une inscription. Nous célébrons un engagement, celui du peuple malgache, de ses autorités, de ses partenaires, de ses communautés, à préserver ce patrimoine pour les générations futures. Cette reconnaissance ne s'arrête pas à l'honneur symbolique. Elle est une opportunité concrète pour Madagascar et ses communautés. Je rends hommage à vous, chères communautés locales, véritables gardiennes de ces forêts dont les savoirs, les pratiques et l'attachement profond à la terre sont au cœur de toute stratégie de conservation durable. Pour Madagascar, c'est un levier de rayonnement international, de coopération renforcée et de mobilisation autour de la conservation et de la protection. Par ailleurs, cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO est une reconnaissance majeure de la valeur écologique de nos forêts sèches. Elle renforce notre engagement à protéger ces écosystèmes uniques et à promouvoir un développement durable qui bénéficie aux communautés locales, selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Anurina Fontaine. Cette distinction ouvre également la voie des soutiens techniques et financiers accrus, essentiels pour la gestion efficace de ces aires protégées. Cette inscription représente une opportunité significative pour Madagascar de renforcer ses initiatives de conservation, de promouvoir l'écotourisme et de valoriser les savoirs traditionnels tout en assurant la préservation de son patrimoine naturel pour les générations futures. Parlons toujours préservation de l'environnement. Un vaste projet de reboisement pour la protection de l'environnement entame actuellement sa phase préparatoire dans la région Amurunmani. 4 communes du district d'Batfinanjan ont été identifiées pour accueillir cette initiative d'envergure. Une convention de partenariat a été signée vendredi dernier entre la région Amurunmani et la société italienne Tosi Green afin de lancer les premières études de faisabilité nécessaires à la concrétisation du projet. Reportage de Mirvoula Sferan sur les images de Bras Denilson. Le partenariat signé entre la région Amurunmani et la société italienne Tosi Green s'inscrit dans une vision à long terme. Dans un premier temps, il s'agit de réaliser des études de faisabilité sur une superficie de 50 000 hectares réparties entre 4 communes du district d'Amatfinanjan. Ces études permettront d'évaluer les conditions environnementales et agricoles adaptées au climat et aux spécificités locales en vue de la mise en œuvre de cette grande campagne de reboisement. Siamo decisamente molto felici di aver firmato
questo protocollo di accordo con il territorio di Ambato Filandrana. Correct pour le développement des projets et remercie beaucoup Monsieur le Gouverneur et toute l'équipe pour démarrer les feasibility study des projets. Per riuscire a fare carbon credits. Ambato Filandrana est une zone enclavée. Il est temps de changer les perceptions, d'après le député Irmar, élu dans le district d'Ambato Filandrana, Rassaf Jabbar Richard. Ce partenariat public-privé ne se limite pas à l'environnement, mais générera de l'emploi, développera l'agriculture, améliorera les infrastructures comme les routes, écoles, centres de santé et favorisera l'électrification. Ce projet est en préparation depuis 2 ans avec des échanges réguliers entre les représentants de Tozegrin, les maires locaux et la population. Ces études préalables devraient durer entre 12 et 24 mois. Au-delà de l'aspect environnemental, la question foncière constitue un enjeu majeur. Elle ne relève plus des compétences de la région, mais fera l'objet des discussions entre la société Tozegrin et les ministères concernés, notamment le ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Par ailleurs, il convient de noter que Tozegrin a déjà mené des actions de reboisement sur de vastes terrains à Sachkal, Indioulav et Ambatulai dans la région Yurumbe. Le projet d'Amorun-Mani s'inscrit dans cette continuité des perspectives d'extension vers la région Anossi. Dans les actualités de ce jour également, c'est le BEPC blanc. 538 élèves de 3e sont inscrits pour passer l'examen blanc au centre d'examen d'Ambojapet relevant de la circonscription scolaire d'Antsimjan. Cet examen blanc est organisé pour entraîner les élèves avant l'examen officiel. Il permet également d'évaluer le niveau de chaque élève afin de corriger les éventuelles lacunes. Reportage de Fanjesena Mireille et Yves Janel. L'examen blanc du BEPC au centre d'examen d'Ambojapet, relevant de la Cisco Antsimjan, se déroulait dans les mêmes conditions qu'un examen officiel. Les épreuves ont débuté hier. Sur les 338 candidats inscrits, 9 ne se sont pas présentés. Dans l'ensemble, les élèves étaient prêts. Nombreux sont les parents qui ont accompagné leurs enfants à cet examen blanc. Toute l'organisation a été pensée comme une véritable préparation à l'examen officiel. Ainsi, une réunion des enseignants a eu lieu pour l'élaboration des grilles d'évaluation pour chaque matière. Selon les explications reçues du chef de centre, les épreuves qui ont eu lieu depuis hier se sont déroulées sans problème. La cérémonie officielle du lancement de la distribution du manuel d'application de l'école Ami de Wash s'est tenue hier à l'EPP d'Amboiba ou Anteirouk dans la circonscription scolaire d'Ambojachim. Cette action entre dans le cadre du programme de la promotion de l'hygiène et de l'assainissement à travers le concept École Ami du Wash, accompagné également de la remise de manuels destinés aux enseignants. L'objectif est d'offrir aux élèves un cadre d'apprentissage propre, agréable et adapté aux enfants malgaches. Reportage de Felenara Koutarsoul. Les distributions du manuel d'application de l'école Ami du Wash, de l'hygiène et de l'assainissement, ainsi que du manuel destiné aux enseignants a débuté officiellement hier à l'EPP Amboiba Anteirouk dans la circonscription scolaire d'Ambojachim. Cette école fait partie des 3 établissements scolaires à Madagascar bénéficiant du label École Ami du Wash. Cette cérémonie a été présidée par la ministre de l'Éducation nationale, la docteure Saoundjar Malal Marie-Michel. Ce nouveau guide a pour objectif de promouvoir et de renforcer les efforts visant à améliorer l'environnement scolaire sur les plans de l'eau potable, de l'hygiène et de l'assainissement qui sont essentiels à la santé et à la qualité de l'éducation des élèves, conformément à la vision du ministère de l'Éducation nationale. Il s'agit du fruit d'une collaboration entre la Direction générale de l'éducation, le projet d'amélioration et d'accès à l'eau potable, l'UNICEF, ainsi que divers partenaires techniques et financiers. Les 80 000 litres de pesticides destinés à renforcer la campagne de lutte anti-acridienne 2024-2025 sont déjà arrivés à Touliar. Selon les explications, ce produit sera pulvérisé à la fois par voie aérienne, par hélicoptère et par des moyens terrestres. Il sera principalement utilisé dans les régions du sud de l'île les plus touchées par l'invasion acridienne. Reportage d'Anienne Martina. Depuis plusieurs mois, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, à travers l'IFVM ou Centre national de lutte anti-acridienne, en partenariat avec la FAO, a intensifié la lutte contre l'invasion de criquets qui s'est fortement accrue dans le sud de Madagascar. Après des évaluations sur terrain, des descentes de supervision
et la mise en place d'une stratégie conduite par le ministre de l'Agriculture, Sergio Azarison, les équipements nécessaires sont désormais disponibles sur place. Il s'agit de 80 000 litres de deltamétrine, un pesticide utilisé pour éradiquer les criquets, destiné à renforcer la campagne 2024-2025. Ce pesticide sera utilisé pour les pulvérisations aériennes et terrestres, principalement dans les régions du sud de l'île, particulièrement affectées par les criquets, selon les techniciens. Ainsi, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage appelle à la mobilisation de tous pour cette lutte commune contre les criquets, afin de protéger les cultures et garantir la sécurité alimentaire de la population malgache. Des mesures sanitaires sont déjà mises en place avant toute opération de pulvérisation. Depuis janvier 2025, plus de 235 000 hectares ont déjà été traités. L'arrivée de 30 000 litres supplémentaires de pesticides est attendue pour le mois de juin. Toujours dans cette page sociale, 900 mères célibataires de la capitale bénéficient actuellement d'une formation dans le domaine de l'artisanat afin de leur permettre de devenir autonomes financièrement. Un accompagnement leur sera également offert pour les aider à trouver un emploi ou à créer leur propre entreprise. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, la commune urbaine d'Antananarivo et une organisation non gouvernementale. Reportage signé Fanglessina Mireille sur les images d'Yves Janel. 67 mères célibataires forment la première promotion bénéficiant de cette formation dans le secteur de l'artisanat. Elles y apprennent notamment la fabrication de pâtisseries, le crochet et la couture. L'objectif est qu'elles puissent subvenir entièrement aux besoins de leurs enfants. Les 900 mères célibataires qui suivent cette formation auront le choix, une fois leur formation terminée, soit se lancer dans l'entrepreneuriat en créant leur propre entreprise, soit intégrer une entreprise existante. Elles ne seront pas laissées seules, un accompagnement est prévu tout au long du processus. Ce projet de soutien aux mères célibataires dans le domaine de l'artisanat durera 1 an. Il est mené en partenariat avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, la commune urbaine d'Antananarivo et l'organisation Aide et Action. Et pour clore les actualités locales, le député Irmar Manassou Donatang a rencontré les habitants d'Ampitakiusi dans la commune de Tsaravnan, district de Mahanour, sa circonscription électorale en fin de semaine. Il a notamment annoncé à la population les travaux de développement à initier dans la commune lors de la présentation officielle du maire fraîchement élu sous la bannière de l'Irmar de la commune de Tsaravnan. Il y a également remis des lampadaires solaires. Reportage. La réhabilitation des routes figure parmi les travaux les plus urgents pour la commune de Tsaravnan, selon le maire local. Il demande également l'aide de l'État pour la réhabilitation des ponts, tandis que la commune, de son côté, s'efforcera de réhabiliter les routes reliant les différents Fokontane. Le député a également souligné l'importance de ces travaux routiers, lançant un appel particulier au gouverneur afin que des engins soient envoyés dans le district de Mahanour. C'est le seul district de la région Antsnan à ne pas encore avoir bénéficié de travaux routiers financés par la région. Bon nombre de routes ont été endommagées au cours des 5 dernières années. Bien que des efforts aient été réalisés à travers des actions communautaires pour leur entretien, le député a sollicité le gouvernement central et le ministère pour qu'ils prennent en main également la réhabilitation des ponts. Par ailleurs, le député a affirmé que ce genre de visite de proximité auprès de la population permet d'écouter leurs doléances et d'apporter un soutien aux communautés locales à travers le SIAD. À cette occasion, il a remis des lampadaires solaires à la commune de Tsaravnan. Il a également déclaré que de tels moments sont propices pour exprimer sa reconnaissance envers la population en remerciement de la confiance qu'elle a accordée aux élus, notamment ceux issus de la plateforme Irmar. Passons à présent aux actualités internationales. Un automobiliste a foncé hier lundi dans la foule lors de la parade du club de foot Liverpool FC qui fêtait sa victoire en Première Ligue. Selon les services ambulanciers, 27 blessés, dont 2 graves, ont été hospitalisés. La police a interpellé un suspect de 53 ans, tandis que le Premier ministre britannique, Keir Starmer, évoque des scènes épouvantables. France 24. Il est un peu plus de 18 h à Liverpool quand cette voiture fonce sur la foule. Scène de panique parmi les fans des Reds venus fêter le titre de champion d'Angleterre. Mobilisés pour l'occasion, les secours sont arrivés rapidement sur place. Nos équipes ont soigné 20 personnes sur place pour des blessures mineures. Elles ne nécessitaient pas d'hospitalisation. 27 personnes ont été envoyées dans des hôpitaux en ambulance.
2 d'entre elles, dont un enfant, ont des blessures graves. À l'arrêt du véhicule, de nombreux passants en colère ont commencé à briser les vitres de la voiture avant l'intervention des forces de l'ordre. L'enquête ne fait que commencer, mais un homme a été arrêté. La police a rapidement communiqué pour démentir les rumeurs d'une attaque islamiste. Un Anglais blanc de 53 ans, vivant dans la région de Liverpool, a été arrêté. Des enquêtes complémentaires sont en cours pour établir les circonstances qui ont entraîné la collision. Nous pensons qu'il s'agit d'un incident isolé et nous ne cherchons aucun complice. Cet incident n'est pas considéré comme un acte terroriste. Le Premier ministre Keir Starmer a immédiatement réagi sur les réseaux sociaux, dénonçant des scènes épouvantables, tout en apportant son soutien aux victimes et leurs familles. C'était la première fois en 35 ans que les fans de Liverpool pouvaient célébrer avec leur équipe un titre de Premier League. Le club a lui aussi réagi. Nos pensées et nos prières accompagnent les personnes touchées par ce grave incident. Nous continuerons à apporter tout notre soutien aux services d'urgence et aux autorités locales qui s'occupent de cet incident. Ce n'est pas la première fois que les fans du club de foot sont frappés par un drame. En 1987, 97 supporters de Liverpool étaient morts dans une bousculade lors d'un match à Sheffield. Et la nouvelle Fondation humanitaire de Gaza, GHF, créée de toutes pièces et soutenue par les États-Unis, a annoncé hier lundi 26 mai avoir commencé ses livraisons de nourriture dans le territoire palestinien dévasté. L'ONU et des ONG ont affirmé qu'elles ne participeraient pas aux opérations de cette fondation, accusée de travailler avec Israël. France 24. Ce sont des images fournies par cette nouvelle fondation humanitaire de Gaza, créée de toutes pièces et soutenue par les États-Unis. Elle montre que les livraisons de nourriture dans le territoire palestinien dévasté ont commencé. Que savons-nous de cette fondation qui compte distribuer 300 millions de repas pour une période initiale de 90 jours, mais qui est accusée par l'ONU et des ONG de ne pas respecter les principes d'impartialité, de neutralité et d'indépendance? Ce groupe s'appelle la Fondation humanitaire pour Gaza. Il est soutenu par Israël et dirigé par d'anciens militaires américains et des responsables humanitaires. Il distribuera de l'aide alimentaire dans des centres situés dans le sud et le centre de Gaza. Ce nouveau mécanisme limite la distribution alimentaire à un petit nombre de plateformes surveillées par des groupes de sécurité américains privés. 4 plateformes sont actuellement en cours d'installation, toutes proches de positions militaires israéliennes mais souvent éloignées des zones les plus peuplées. Jake Wood, l'Américain à la tête de l'organisation, a annoncé dimanche soir sa démission. Impossible, selon lui, de travailler de manière indépendante. De nombreuses questions se posent quant au fonctionnement de cette organisation et à son administrateur. Leur directeur, Jake Wood, vient de démissionner quelques jours avant qu'il n'annonce leur entrée en fonction. On ignore également qui va financer cette organisation. Financement opaque, légalité douteuse, un brouillard enveloppe cette opération humanitaire exigée par Israël qui cherche un moyen d'éviter que l'aide ne soit détournée par le Hamas. Les Nations Unies et les organisations humanitaires nient tout détournement important et rejettent donc ce nouveau mécanisme qui permettrait selon elles à Israël d'utiliser la nourriture comme une arme. Et le barrage de Kemfers en Afrique du Sud est habituellement l'un des 4 sites de reproduction de flamants roses nains du continent africain. Mais depuis une récente série de déversements d'eau usée, ces oiseaux ont déserté ce lac du centre du pays. Ces oiseaux roses sont maintenant devenus une rareté. Un drame pour la biodiversité et l'économie locale alors que les flamants roses attiraient de nombreux touristes. France 24, nous en dit plus. Printemps 2020, des dizaines de milliers de flamants nains entament une danse hypnotique sur les rives du lac Kemfers en Afrique du Sud. 5 ans plus tard, ces majestueux oiseaux roses se sont presque entièrement volatilisés. Petit à petit, les flamants ont commencé à se faire plus rares. Et puis un jour, voilà, ils avaient tous disparu. Pendant des années, ce lac artificiel était l'une des rares zones de reproduction des flamants nains, attirés par la prolifération de spirulina, une algue dont cet oiseau exotique est particulièrement friand. Mais le lac Kemfers est aujourd'hui recouvert d'une substance verdâtre et toxique, provenant des déversements d'eau usée. Une contamination que les autorités locales peinent à contenir faute de moyens, car la disparition des flamands a également fait fuir les touristes. Nous sommes très inquiets. Les flamands
attirait les touristes. C'était l'un des moyens principaux d'améliorer l'économie et de créer de l'emploi. Donc c'est vraiment un problème urgent pour nous, très urgent même, car cela impacte l'économie locale. Selon les associations de conservation, il resterait moins de 3 millions de flamants nains à travers le monde et seulement 3 zones de reproduction en Afrique. L'espèce pourrait donc venir à s'éteindre si rien n'est fait pour protéger son milieu naturel. Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous allez suivre l'émission Point de droit Unizouk avec Seenoura Nirlint. Très bonne soirée et très bonne continuation sur Viva. Au revoir.